Salut à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans la vie de certains des mondains les plus scandaleux et choquants de l'histoire. Des rumeurs chuchotées à la cour au scandale de la presse française, ce sont des histoires remplies d'intrigues, de tromperies et de chaos qui ont bouleversé leur monde. Alors rejoignez-moi pour explorer tout cela et bien plus encore. Pour notre première histoire, nous allons retourner à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Sophie Dawes est née le 29 septembre 1790 à St. Helens, sur l'île de Wight, au large de la côte sud de l'Angleterre. Elle venait d'un milieu difficile. Son père était Richard Dawes, un pêcheur alcoolique qui s'adonnait à la contrebande illégale dans la Manche. Sa mère était Jane Culloway, mais il semble que ses parents n'étaient pas mariés, car sa mère a été inscrite sur son certificat de décès comme étant célibataire, ce qui indique qu'elle n'a jamais été légalement mariée. Ce fut une jeunesse difficile, car Sophie, ou Sophia comme on l'appelait plus souvent, n'était qu'un des 10 enfants. Comme sa famille était si pauvre, Sophie ramassait des bigorneaux sur les plages de l'île de Wight pour aider à nourrir la maisonnée. Plus choquant encore, elle et ses frères et sœurs ont passé du temps dans une maison de travail dans la ville de Newport sur l'île. Ces maisons de travail, ou maisons d'industrie comme on les appelait officiellement, offraient un lit et le couvert très modeste aux pauvres en échange d'une charge de travail très lourde pendant la journée. Sans grande surprise compte tenu de la misère de la famille et de la prévalence générale de la mortalité infantile et juvénile à la fin du XVIIIe siècle, 6 des frères et sœurs de Sophie n'ont pas survécu jusqu'à l'âge adulte. À l'adolescence, Sophie travaillait comme domestique chez un fermier sur l'île de Wight, et peu de temps après, elle fut envoyée sur la terre ferme où elle fut employée comme femme de chambre à l'hôtel George de Portsmouth. Des situations comme celle-ci, où les enfants travaillaient de longues heures comme les adultes, étaient malheureusement très courantes en Grande-Bretagne pendant la Révolution industrielle, et il faudrait encore attendre 70 ans avant que le gouvernement ne réglemente ce genre d'activité. Comme tant d'autres Anglais au XIXe siècle, Sophie fut attirée par l'une des grandes villes qui connaissaient une expansion exponentielle. Dans son cas, étant originaire du sud de l'Angleterre, Sophie s'est dirigée vers Londres. Là, elle est devenue assistante modiste, fabriquant et vendant des chapeaux, mais elle a perdu cet emploi après avoir entamé une relation apparemment illicite avec un porteur d'eau marié. Après cela, elle a passé quelque temps à vendre des oranges. Ce qui est frappant dans tout cela, c'est que Sophie Dawes avait développé un instinct de survie, même lorsque les circonstances se retournaient constamment contre elle. Elle savait comment jouer ses cartes correctement, au sens propre du terme, et cette ruse allait bien lui servir dans son ascension vers la haute société. Au cours de la fin des années 1800, sa vie prit une direction qui allait la mener à la notoriété, puis à un grand scandale et à sa chute. Une grande partie de cela était étroitement liée au contexte international du début du XIXe siècle. Après la Révolution française de 1789, les grandes puissances européennes étaient entrées en guerre contre la France après que le gouvernement révolutionnaire eut exécuté le roi Louis XVI et proclamé la République. Pourtant, les armées révolutionnaires françaises ont résisté à l'assaut de la Grande-Bretagne, de l'Autriche et d'autres puissances. De plus, sous la direction de généraux comme Napoléon Bonaparte, elles avaient réussi non seulement à défendre la France, mais aussi à conquérir une grande partie de l'Europe occidentale et centrale. Les guerres se poursuivirent entre la France et la Grande-Bretagne tout au long de ces années, et par conséquent, Londres était constamment rempli de soldats ainsi que d'anciens membres de la noblesse française qui avaient cherché refuge en Angleterre. C'est avec l'un de ces soldats, en fait un officier de l'armée, que Sophie entama une relation à un moment donné à la fin des années 1800, alors qu'elle avait environ 18 ans. Elle devint sa maîtresse et emménagea dans sa maison à Turnham Green, en ville. Lorsque la liaison prit fin, il la dédommagea avec un revenu de 50 livres par an pour qu'elle garde le silence, argent qu'elle utilisa pour recevoir une éducation dans une école à Chelsea. En 1810, la rente qui lui avait été accordée prit fin et elle se retrouva de nouveau dans une situation difficile. C'est à cette période que Sophie accepta un poste dans une maison close de luxe à Piccadilly, près du centre de Londres, et c'est là qu'elle rencontra pour la première fois Louis-Henri, duc de Bourbon et futur prince de Condé.
Louis-Henri était un prince du sang de la maison royale française de Bourbon. Cela signifiait qu'il appartenait à une branche secondaire de la famille et, bien qu'il soit loin dans l'ordre de succession, il restait l'un des hommes les plus riches d'Europe et possédait divers titres. Au début de la Révolution, après l'exécution de son cousin le roi Louis XVI, il avait dirigé une armée en France contre le gouvernement révolutionnaire, mais finalement, à mesure que le gouvernement révolutionnaire renforçait son contrôle sur la France, il partit pour l'Angleterre et s'installa à Londres. Pendant son séjour dans la capitale anglaise, il avait commencé à fréquenter le même bordel de Piccadilly où Soph résidait, et un soir, un domestique du duc lui montra la jeune fille de l'île de Wight. D'autres s'étaient également intéressés à elle, et Louis-Henri dut participer à une étrange partie de cartes avec deux aristocrates anglais pour décider qui la prendrait comme maîtresse. Le duc gagna. Tout cela s'est passé en 1810. En 1811, elle résidait dans une maison que Louis-Henri avait louée pour elle et sa mère sur Gloucester Street, à Queen's Square, à Londres. Le duc avait déjà été marié auparavant, mais il avait divorcé en 1780 et ne se remarierait jamais. En tant que telle, la liaison n'était pas strictement une aventure, mais elle était gardée secrète du fait qu'elle était une roturière et lui de sang royal français, alors qu'il avait également 34 ans de plus qu'elle. Pendant qu'elle vivait dans la rue Gloucester, elle commença à étudier les langues classiques et modernes, la philosophie et la manière de s'intégrer à la société de cour, s'étant vu attribuer un précepteur, l'abbé Briance. Cependant, malgré le fait qu'il lui ait accordé un revenu somptueux de 8000 livres par an, le duc finit par se lasser d'elle, puis il partit pour l'Espagne où il entama une nouvelle relation avec une certaine mademoiselle Harris. En 1814, les guerres napoléoniennes prirent en grande partie fin après que la décision désastreuse de Napoléon d'envahir la Russie en 1812 se soit retournée contre lui et que toutes ses conquêtes à travers l'Europe lui aient été retirées. Après sa reddition, il fut brièvement emprisonné en 1814 et même une tentative de s'évader et de se réimposer comme dirigeant de la France échoua en 1815. En conséquence, à partir de 1814, les nobles et royalistes français qui s'étaient installés dans des villes comme Londres et Vienne depuis les années 1790 commencèrent à retourner à Paris. Ici, le frère de Louis XVI, qui avait été exécuté, avait été rétabli sur le trône en tant que roi Louis XVIII. Sophie s'y rendit alors et parvint à retrouver les bonnes grâces de Louis-Henri. Pour éviter tout scandale et afin de rendre sa présence à la cour légitime, le duc organisa un mariage entre Sophie et un officier de la garde royale française, Adrienne Victor de Fouché, qui eut lieu à Londres le 6 août 1818. Louis-Henri, qui était désormais le prince de Condé, fit même de lui un baron et d'elle une baronne dans le cadre de cet arrangement. Le nouveau baron semblait complètement ignorer les circonstances de la relation entre Sophie et le prince, et on lui fit croire qu'elle était sa fille naturelle et la veuve d'un certain Richard Clark. Cela fait, le prince fit de son mari un aide de camp et lui accorda une dot d'environ 200 000 francs. Sophie entra alors dans la société française et devint une mondaine parisienne reconnue, étant même bien accueillie à la cour, mais tout cela allait bientôt s'effondrer. Tout se passa relativement bien pendant un certain temps et peu de gens étaient au courant de la véritable situation. Mais en 1822, le mari de Sophie avait découvert la véritable nature de la relation entre sa femme et le prince. À ce stade, il se sépara d'elle, rendit la dot très substantielle que le prince avait offerte et demanda aux tribunaux une séparation judiciaire. Cela prit 5 ans à obtenir, mais fut finalement accordé en 1827. Plus concrètement, la cour française apprit la duplicité dans laquelle elle avait été impliquée, et lorsque la nouvelle parvint au roi Louis XVIII, il décida d'agir face au scandale. Il bannit la baronne de la cour française, la traitant de simple fille des rues, mais tragiquement dépourvue de tout talent dans ce domaine. Le roi espérait que cela mettrait fin à l'affaire et limiterait le scandale. Comme vous pouvez vous y attendre, ce ne fut pas le cas, et Sophie et le prince Louis-Henri poursuivirent leur relation pendant des années, en grande partie grâce à la détermination de Sophie à la maintenir. De plus, avec le temps, le scandale s'aggrava.
On disait que Sophie avait plusieurs autres amants issus de milieux modestes, une situation qui enflammait l'opinion à la cour de France. Elle avait également commencé à faire des efforts pour s'attirer les faveurs de certains membres de la famille élargie du roi afin d'obtenir sa réhabilitation à la cour. Cela comprenait le neveu du roi et son cousin, Louis-Philippe, duc d'Orléans. Bien que ces interventions n'aient pas permis sa réintégration à la cour, elle fit alors la connaissance du jeune fils du duc d'Orléans, Henri-Eugène, duc d'Aumale, et elle ne tarda pas à commencer à manigancer sa prochaine action. À ce moment-là, le prince Louis-Henri approchait de la fin de sa vie, étant au début de ses 70 ans, et il n'avait pas d'héritier légitime puisque son fils unique avait été exécuté en 1804. Ainsi, Sophie commença à le contraindre à léguer une grande partie de ses biens au duc d'Aumale, Sophie ayant manifestement conclu un arrangement avec son père. Le vieux prince s'est d'abord montré réticent, mais finalement elle l'a poussé à signer un testament en août 1829 qui lui léguait 2 millions de francs et plusieurs propriétés, et une plus grande partie du reste de la succession au duc d'Aumale. Un nouveau tournant favorable dans sa vie eut lieu au printemps 1830 lorsque le duc d'Orléans, le père d'Aumale, fut proclamé roi des Français en 1830 après que son cousin Charles d'Ix fut contraint d'abdiquer lors de la Révolution de Juillet. Louis-Philippe Ier, également appelé le roi citoyen, accepta de permettre à Sophie de revenir à la cour. Elle devint alors une figure plus acceptable, car sa position de maîtresse du prince depuis près de 20 ans fut officieusement reconnue. Durant cette période, Sophie vivait au château de Chantilly et fit venir de nombreux membres de sa famille comme personnel, arrangeant même des mariages avec des proches de figures puissantes françaises. Elle devint également, brièvement, une hôtesse populaire connue sous le nom de Reine de Chantilly. Cet été-là, les choses prirent une tournure étrange. Le prince, mécontent de la succession de Louis-Philippe Ier, semble avoir décidé de quitter la France pour se rendre en Suisse et envisager de modifier le testament qu'il avait signé en août précédent. Il fut alors extrêmement suspect que le prince, âgé de 74 ans, ait été retrouvé mort dans ses appartements à sa maison de Saint-Louis le matin du 27 août 1830. La rumeur s'est emballée après sa mort. Beaucoup ont, de façon assez plausible, suggéré que Sophie avait tué le prince et que cela avait très probablement été fait avec la complicité du roi lui-même, dont le fils était destiné à hériter d'une grande partie du domaine de Louis-Henri, à condition qu'il ne modifie pas son testament comme il envisageait de le faire. Les rumeurs sur Sophie et le roi, accusés d'avoir orchestré le meurtre, ont grandi après le classement de l'affaire sans réelle enquête. En raison du manque d'enquête, nous ne saurons jamais si le prince s'est réellement donné la mort, bien que les autorités aient conclu au suicide. Son testament a été contesté par plusieurs héritiers collatéraux de sa famille, mais ces requêtes ont échoué et Sophie ainsi que le duc d'Aumale en ont été les principaux bénéficiaires. Sophie est retournée en Angleterre peu de temps après, principalement pour éviter le scandale qui couvait encore en France. Elle a progressivement commencé à vendre ses domaines français et les a remplacés par un manoir dans le Hampshire et une maison à Hyde Park Square à Londres. Avec sa richesse, Sophie a aidé à subvenir aux besoins de sa famille appauvrie et a placé sa mère âgée dans un couvent pour y passer ses dernières années. Sophie a développé l'hydropysie dans les années qui ont suivi et est finalement décédée de cette maladie à Londres le 15 décembre 1840. Au moment de sa mort, elle possédait une fortune estimée à 500 000 livres, ce qui équivaudrait aujourd'hui à plusieurs dizaines de millions de livres. Son testament a été contesté et plusieurs membres de la famille ont reçu d'importantes parts de l'héritage. Son histoire, passant de la misère à la richesse, ainsi que les scandales auxquels elle a été mêlée à la cour de France, ont continué à susciter l'intérêt en France pendant des décennies. Ensuite, nous nous rendons dans la magnifique ville de Florence, en Italie. Virginia Oldoini Raffaellini est née le 23 mars 1837 dans la ville de Florence, qui était à l'époque la capitale du Grand-Duché de Toscane. L'Italie était divisée en dizaines de petits États depuis le Moyen-Âge central, dont le Grand-Duché de Toscane était l'un des plus grands depuis le XVIe siècle. Les parents de Virginia faisaient partie de la petite noblesse ici. Son père, Filippo Oldoini Raffaellini, était un marquis toscan, et sa mère était Isabella Lamporecci, issue d'une famille de la petite noblesse génoise. Le père de Virginia était un diplomate ambitieux
qui voyageait beaucoup et négligeait sa famille. Ainsi, Virginia a été en grande partie élevée dans la maison de son grand-père maternel, Ranieri, un juriste distingué connu à son époque. Affectueusement appelée Nikia par sa famille, elle a grandi avec les privilèges de sa classe sociale. Son éducation incluait la maîtrise de l'anglais et du français, la danse gracieuse et des compétences musicales, reflet du monde raffiné où elle était née. Dès son plus jeune âge, il était évident pour tous ceux qui rencontraient de Virginia qu'elle était destinée à devenir une beauté éblouissante. Sa beauté envoûtante lui valut un autre surnom, la perle de l'Italie, et dès son adolescence, elle était devenue l'objet du désir de nombreux hommes. Chose choquante, ses parents ne se contentaient pas de fermer les yeux, mais encourageaient parfois cela, espérant que cette attention mènerait à un mari riche. Finalement, ce fut le cas. En 1854, quelques mois avant son 17e anniversaire, elle épousa Francesco Verassis, le comte de Castiglione. C'était un aristocrate de la région de Lombardie qui avait 12 ans de plus qu'elle. Ils se sont mariés dans la spectaculaire cathédrale de Florence et elle resterait à jamais connue sous le nom de comtesse de Castiglione. Un an après le mariage, la comtesse donna naissance à un fils, Giorgio, mais le mariage était loin d'être un conte de fées. La comtesse n'éprouvait aucun amour pour son mari, et même avant de monter à l'autel, des rumeurs de scandale l'entouraient. Eh bien, on disait qu'elle avait eu une liaison brève mais passionnée avec un séduisant officier de marine. Virginia n'avait accepté cette union que par devoir envers sa famille, qui était ravie à l'idée d'associer leur nom à une prestigieuse maison noble. Ce mariage avait tout de même ses avantages pour elle. Elle obtint un titre de noblesse, une immense fortune et la liberté de s'immerger dans la haute société. Après son mariage, la comtesse passait de plus en plus de temps à la cour la plus prestigieuse du nord de l'Italie. C'était dans la capitale du royaume de Sardaigne, dans la ville de Turin. Ce royaume régnait sur le nord-ouest de l'Italie, ainsi que sur l'île de Sardaigne. De plus, il était de plus en plus considéré comme une puissance qui pourrait unifier l'Italie sous sa domination. C'était particulièrement vrai à partir de 1848, lorsqu'une série de révolutions a balayé l'Europe, créant alors une nouvelle vague de nationalisme italien. Les liens de la comtesse avec la cour de Turin ne venaient pas seulement de son mariage, ils provenaient aussi de ses puissantes relations familiales. Son cousin Camillo Benso, comte de Cavour, a servi comme Premier ministre auprès de Victor Emmanuel II, roi de Sardaigne. En 1855, lorsque son fils est né, Virginia était solidement installée dans la vie glamour de la cour piémontaise, mais son histoire ne s'arrêtait pas là. La France l'appelait et un nouveau chapitre de sa vie allait débuter. C'est par l'intermédiaire de son cousin, le comte de Cavour, que la comtesse s'est liée à l'empereur Napoléon III et à la ville éblouissante de Paris. Napoléon III était le neveu du légendaire Napoléon Bonaparte, l'homme qui avait conquis la majeure partie de l'Europe au début du XIXe siècle. Napoléon III était devenu le chef de la Deuxième République française à la suite de la Révolution de 1848 en France. Et s'était ensuite proclamé souverain d'un nouvel empire français, le Second Empire, en 1852, sous le nom de règne Napoléon III. Dans les années 1850, l'Italie était à la croisée des chemins. Les États italiens complotaient la guerre contre l'Empire autrichien, qui dominait Milan, Venise et une grande partie du nord de l'Italie. Le but ? Chasser la domination étrangère et créer une Italie unifiée. Napoléon III et les Français sont apparus comme un allié potentiel clé dans ce combat. À la fin de 1855, Camillo Cavour avait élaboré un plan audacieux. Il voulait envoyer sa cousine de 18 ans, Virginia, à la cour française avec une mission secrète. Charmer l'empereur Napoléon III par tous les moyens nécessaires, et j'insiste sur tous les moyens nécessaires, afin d'obtenir son soutien pour la cause de l'Italie. La comtesse accepta cette mission, et désormais sa beauté et son charme allèrent devenir des armes dans la bataille pour l'avenir de l'Italie. Ainsi, au début de 1856, accompagnée de son mari et de son fils, la comtesse partit pour Paris, et il ne fallut pas longtemps pour qu'elle fasse forte impression.
Une fois présentée à la cour royale, elle attira rapidement l'attention de l'empereur âgé de 47 ans. Bien qu'il soit marié depuis 1853 à la pieuse et réservée impératrice Eugénie de Montijo, Napoléon était tristement célèbre pour ses réputations de coureur de jupons, et la comtesse devint bientôt sa maîtresse. Elle était une distraction bienvenue, d'autant plus que son épouse avait cessé de partager sa couche, trouvant cela répugnant et difficile à supporter. Mais le séjour de Virginie à Paris ne se résumait pas seulement à la romance. Depuis la capitale française, elle envoyait secrètement des rapports à Turin, tenant son cousin et le gouvernement piémontais informés des développements cruciaux sur place. Pendant cette période, la comtesse a fait sensation dans le monde de la royauté européenne. Elle côtoyait des personnalités comme Augusta de Saxe-Weimar, Otto von Bismarck, Adolphe Thiers et bien d'autres encore. Sa beauté et son sens du drame étaient légendaires, attirant souvent tous les regards à la cour impériale avec ses costumes élaborés, dont sa célèbre tenue de reine de cœur. Avec ses longs cheveux blonds ondulés, son teint clair et ses yeux envoûtants, oscillant entre le vert et le bleu-violet, elle captivait tout le monde, du moins en Italie. Son charme, cependant, était entaché d'un défaut fatal, sa vanité. Bien qu'elle sût envoûter au premier regard, son égocentrisme ennuyait souvent ses admirateurs, un contemporain ayant même remarqué, au bout de quelques instants, elle commençait à vous taper sur les nerfs. Ce narcissisme se manifeste dans ces dernières années lorsqu'elle écrivit à son sujet « Le Père éternel ne s'est pas rendu compte de ce qu'il avait créé le jour où il l'a fait venir au monde. C'est mon sarpan. » Il façonna son âme de façon si superbe que, lorsqu'il eut terminé, il perdit la tête en contemplant son œuvre merveilleuse. En 1857, après une année à la cour de France, sa vie personnelle s'est effondrée. Son mari Francesco l'a quittée après qu'elle ait ouvertement affiché sa liaison avec Napoléon III et vidé ses finances avec son mode de vie extravagant. Il est finalement retourné en Italie, furieux, déclarant leur séparation comme irrévocable. Peu de temps après, le règne étincelant de la comtesse à Paris prit fin brusquement. En avril de cette année-là, Napoléon III a échappé de justesse à une tentative d'assassinat alors qu'il lui rendait visite un soir. La rumeur courait que l'impératrice elle-même avait orchestré cela pour provoquer la chute de la comtesse. Que cela soit vrai ou non, le mal était fait. Un scandale éclata bientôt et elle fut forcée de quitter la ville. Son travail avait pourtant été bien fait. Lorsqu'une nouvelle guerre éclata en avril 1859 entre l'Autriche et la Sardaigne-Piémont, les Français prirent le parti des Piémontais et les aidèrent à prendre le contrôle de Milan et d'une grande partie du nord de l'Italie aux Autrichiens lors d'un conflit très bref. 2 ans plus tard, un royaume d'Italie fut formé sous la direction du Piémont. Pendant la guerre dans le nord de l'Italie, Virginia s'est réfugiée quelque temps à Londres. Finalement, elle finit par retourner à Paris. À ce moment-là, sa relation avec Napoléon III s'était détériorée et elle était complètement tombée en disgrâce à la cour. Malgré cela, elle était toujours très admirée pour sa beauté, et de nombreux hommes puissants payaient pour sa compagnie. Un observateur, Gaston Jolivert, a écrit « Il n'y a jamais eu une autre femme, du moins pas de mon vivant ». En qui la Vénus immortelle, telle que divinisée par les coups de pinceau et les ciseaux des grands maîtres, s'est incarnée de façon plus parfaite. Une autre contemporaine, Pauline de Metternich, a fait écho à ses sentiments bien qu'à contre-cœur, car elle méprisait par ailleurs la comtesse italienne. C'est lors de ce retour à Paris, dans les années 1860, que Virginia est devenue, pour la première fois, une sorte de modèle. Les premiers daguerréotypes commerciaux n'étaient devenus disponibles que dans les années 1840 et la photographie a atteint sa maturité en même temps que la comtesse dans les années 1850. À Paris, au début des années 1860, elle a commencé à collaborer avec l'un des pionniers français de la photographie de portrait, Pierre-Louis Pierson. Pierson photographia de nombreux souverains européens et aristocrates durant sa longue carrière. À Paris, au début des années 1860, il a réalisé des dizaines de portraits de la comtesse, certains où elle pose avec des masques et des costumes élaborés, d'autres dans des décors presque surréalistes. Ce n'était pas de simples photographies. C'étaient des expériences artistiques. De plus, la comtesse n'était pas un modèle passif.
Elle a créé d'autres mises en scène et collaboré avec Pierson durant tout le processus. L'objectif de Pierson ne s'est pas contenté de la capturer, il a immortalisé son fils Giorgio, ses chiens bien-aimés, et surtout sa vision. À une occasion, Virginie a mis à profit ses talents en envoyant à son ex-mari l'une de ses photographies. C'était en réponse à une tentative de demande de garde de leur fils, où il l'accusait d'être inapte à être mère. Sur la photographie, la comtesse était élégamment vêtue d'une somptueuse robe, et à première vue, cela semblait anodin, mais il y avait un détail caché. Dans les plis de sa robe, Virginie tenait un couteau. Pour appuyer son propos, elle a intitulé l'image « La vengeance ». Le message était parfaitement clair et cela a fonctionné. Virginie a conservé la garde de Giorgio pour le reste de sa vie. À la fin des années 1860, des centaines de portraits de la comtesse furent réalisés, chacun plus saisissant que le précédent. La comtesse a eu une belle vie et fut probablement le premier mannequin vedette du monde, mais bientôt sa vie allait prendre une tournure tragique. Virginie vivait encore à Paris à l'automne 1870, lorsque la guerre franco-prussienne éclata. La guerre avait été orchestrée par la Prusse, le plus grand des États allemands du Nord, dans le cadre des plans du chancelier prussien Otto von Bismarck pour unifier l'Allemagne sous la direction prussienne à travers une série de guerres. Il exploita habilement une crise diplomatique concernant la succession au trône d'Espagne en 1870 pour inciter les Français à déclarer la guerre à la Prusse. Lorsque cela arriva, la comtesse se retrouva dans une position inhabituelle. Elle avait rencontré Bismarck de nombreuses années auparavant et le connaissait suffisamment bien pour qu'on lui demande d'agir comme émissaire du gouvernement français auprès de l'homme d'État prussien. Virginie accepta de le faire bien que son intervention se révéla vaine, et à la fin les Français perdirent la guerre et le second empire français de Napoléon III s'effondra. Il abdiqua et partit en exil, et l'empire allemand fut formé en 1871 sous la domination prussienne. Sous la Troisième République française, la comtesse de Castiglione, autrefois glamour, se retrouva à mener une existence bien plus austère. Les millions de francs qu'elle avait amassés grâce à son défunt ex-mari et à d'innombrables admirateurs avaient disparu, la laissant survivre dans un modeste appartement au cœur de Paris. Au début des années 1870, on pouvait encore l'apercevoir dans la ville, l'ombre d'elle-même, mais toujours reconnaissable pour ceux qui se souvenaient de son éclatante jeunesse. Au fil des années, sa renommée s'est éteinte. En 1872, sa mère est décédée, et cela a marqué le début du déclin progressif de Virginia. La tragédie a frappé en 1879, lorsque son fils unique, Giorgio, est décédé à seulement 24 ans. Cette perte dévastatrice a anéanti la comtesse, aggravant sa santé mentale déjà instable et ses tendances à la réclusion. Dans les années 1880, la femme qui avait autrefois captivé les empereurs et attiré l'attention de l'élite européenne était presque totalement oubliée de la société. La comtesse a continué à vivre à Paris durant ces dernières années. C'était une période vibrante de la culture française, la Belle Époque, une époque où la capitale française était la ville la plus cultivée du monde, et où artistes, libertins et bohèmes affluaient ici. Il n'est pas étonnant que les jeunes générations soient curieuses de la comtesse et veuillent entendre l'histoire de cette femme qui avait captivé la société parisienne des décennies plus tôt. Un homme en particulier qui s'intéressait à elle était Robert de Montesquieu, lui-même poète symboliste dilettante et possible source d'inspiration pour le personnage principal d'Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray. Il n'a jamais réussi à la rencontrer de son vivant, mais il a commencé à collectionner des centaines de ses photographies et d'autres objets associés à la comtesse de son vivant. Malheureusement, bien que Montesquieu l'ait peut-être idolâtrée, les dernières années de la comtesse furent assez tragiques. À mesure que la beauté qui la définissait autrefois s'estompait, son esprit aussi s'est détérioré. Incapable d'affronter les ravages de l'âge, elle transforma son appartement de la place Vendôme, détruisant tous les miroirs et le décorant entièrement en noir, tous les stores tirés. Pendant les 2 dernières décennies de sa vie, elle vécut en recluse. Son comportement devint de plus en plus erratique, signe évident de son instabilité mentale, et elle ne sortait que la nuit,
voilée et entourée de secrets. Malgré cet isolement, à la fin des années 1890, elle reprit contact avec Pierson et posa pour de nouvelles photographies. Elle tenta les poses aguicheuses qui avaient autrefois captivé le public, mais le résultat était troublant, voire inquiétant. Les photos révélaient une silhouette brisée, une femme solitaire, édentée, probablement folle et alcoolique, drapée dans des robes en lambeaux d'une époque révolue. Cependant, son sens de l'ironie ne l'avait pas abandonnée. Durant cette période, elle eut l'idée de monter un spectacle à l'Exposition universelle, prévue à Paris d'avril à novembre 1900, que la comtesse comptait intituler « La plus belle femme du monde ». Son ambition ne fut jamais réalisée. Le 28 novembre 1899, elle est décédée à son domicile à Paris. Elle avait 62 ans à l'époque et a été inhumée au célèbre cimetière du Père-Lachaise, dans la capitale française. Montesquieu a continué à s'intéresser à la vie et à l'œuvre de la comtesse après sa mort. Il a passé 13 ans à travailler sur un livre qui était centré sur elle, et il a finalement été publié en 1913 sous le titre « La divine comtesse ». 3 décennies plus tard, un film racontant son histoire intitulé « La comtesse de Castiglione » a été réalisé par Flavio Calsavara. Il est sorti en 1942 et mettait en vedette Doris Duranti dans le rôle de la comtesse. Une seconde adaptation cinématographique, Le secret de la comtesse, est sortie en 1954 et mettait en vedette Yvonne de Carlo dans le rôle de la comtesse. Sa vie a aussi inspiré de nombreux livres et pièces de théâtre. Le Metropolitan Museum of Modern Art de New York a acquis 275 de ses photographies que Montesquieu avait collectionnées près d'un siècle plus tôt. Et aujourd'hui, son héritage reste assez fort. Maintenant, retrouvons Briefcase, qui a raconté cette histoire sensationnelle d'une femme ayant laissé derrière elle sa richesse et sa famille pour commencer une vie de crime. Evelyn Kane est née à la fin des années 1880 dans la ville d'Oshkosh, dans le Wisconsin. Elle venait d'une famille assez aisée, car son père, M. P.G. Kane, possédait une petite usine de caoutchouc dans la ville. Il subsiste très peu de récits sur sa jeunesse, mais on peut supposer qu'elle a reçu une éducation respectable, car elle était très instruite. Après avoir terminé ses études, elle est devenue institutrice dans une petite ville des forêts du nord du Wisconsin. Tout indiquait qu'elle était destinée à une vie agréable mais assez ordinaire, mais sa vie allait prendre un tournant inattendu. Un jour, sur le chemin de l'école, Evelyn croisa la route d'un jeune homme nommé Charles Ramatka qui était en partie de chasse. Il était aisé et propriétaire d'une entreprise de fabrication de malles. Evelyn, bien que modeste en comparaison, était belle et pleine d'ambition. Un petit flirt innocent s'ensuivit et Evelyn, qui n'avait que 16 ans à l'époque, fut complètement séduite par le charme de ce millionnaire élégant. Il ne fallut pas longtemps avant que les deux se marient, au grand désarroi de la famille de Charles qui s'opposa à cette union, principalement en raison des différences de croyances religieuses, mais Charles resta ferme. Il épousa Evelyn, et ensemble, ils commencèrent ce qui semblait être une vie parfaite. Bientôt, ils eurent une fille, et il semblait que leur avenir serait radieux, mais le conte de fées ne durerait pas éternellement. Après la naissance de sa fille, Evelyn tomba gravement malade. Malgré tous les efforts pour la sauver, son état s'aggrava et une opération devint nécessaire. Les meilleurs médecins furent appelés pour lui sauver la vie, mais après son opération, quelque chose avait changé. Le traumatisme de l'intervention semblait l'avoir changé d'une manière que personne ne pouvait vraiment expliquer. Sa personnalité autrefois chaleureuse et aimante avait changé. Elle devint renfermée, agitée, et n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa famille et ses amis ont essayé d'attribuer cela au stress de la maladie, mais ceux qui la connaissaient le mieux ont commencé à remarquer un changement inquiétant. La jeune femme pleine de vie qu'ils avaient connue était devenue distante et parfois froide. Certains pensaient que l'opération avait marqué sa psyché. D'autres craignaient que ce soit le début de quelque chose de plus grave. Un jour de 1907, Evelyn disparut. Sa petite fille avait environ 5 ans à l'époque, et au fil des jours, son mari devenait de plus en plus inquiet. On l'a vue à Milwaukee, mais lorsqu'elle est réapparue, elle se trouvait à Chicago, une ville qui allait devenir le théâtre de ses actions les plus notoires. Elle s'est enregistrée à l'hôtel Victoria sous un faux nom et a commencé à mener une double vie, totalement en contradiction avec celle qu'elle avait connue auparavant. Dans les mois précédant son départ, Evelyn s'est mise à lire des histoires de criminels et est rapidement devenue obsédée à l'idée de rencontrer de vrais malfrats.
Lors de son séjour à l'hôtel Victoria, elle a rencontré M. Jones, homme de ménage de l'hôtel. Selon son récit, après lui avoir demandé l'heure, il a répondu en sortant une montre de poche élégante qui était clairement conçue pour une dame. M. Jones a alors lancé à Evelyn un regard mystérieux. Elle a ensuite parlé de cet événement et a dit « Un étrange frisson m'a envahi et me voilà, face à face avec mes rêves. » À Chicago, Evelyn s'est immergée dans le monde de la haute société. Elle fréquentait des cafés élégants, se mêlait à l'élite et on la voyait avec des hommes qui seraient plus tard décrits comme étant son genre. Mais quelque chose de sinistre se cachait sous la surface. À Chicago, Evelyn a commencé un nouveau chapitre étrange et dangereux de sa vie. Se faisant passer pour une femme de chambre, elle a obtenu des postes dans les maisons de familles aisées. C'est dans ces foyers luxueux qu'elle a perfectionné son art. Elle n'était pas là pour servir. Non, Evelyn n'avait qu'un seul objectif, voler. Elle étudiait soigneusement chaque maison, se familiarisant avec les lieux. Elle apprenait où étaient gardés les bijoux de famille et notait les habitudes des résidents. Elle passait juste assez de temps dans chaque maison pour gagner la confiance de ses employeurs. Puis, lorsqu'ils étaient absents, elle frappait. Il y a des rapports selon lesquels elle fouillait chaque pièce, cherchant tout objet de valeur, en particulier les bijoux. Une fois qu'elle les trouvait, elle les prenait soigneusement et discrètement. Ensuite, une fois qu'elle avait tous ses biens, elle les apportait à son amant. Son amant n'était autre que M. Jones, l'homme de ménage qu'elle avait rencontré à l'hôtel Victoria. Il était noir et vivait à Chicago, et bien que certaines personnes l'appelaient Albert, son vrai nom était William. Cet homme semble être le moteur derrière la série de crimes d'Evelyn, car il semblait l'encourager à voler. Ensuite, il prenait les objets volés et les revendait au marché noir. À son tour, Evelyn le couvrait de cadeaux coûteux, utilisant la richesse qu'elle avait volée pour le rendre heureux. Mais cette série de crimes n'allait pas passer inaperçue. Alors qu'elle poursuivait ses opérations pendant un certain temps, les détectives ont finalement eu vent d'elle après un vol au domicile des Beck sur South Park Avenue à Chicago. Le jour de la fête du travail, M. et Mme Beck étaient absents et avaient oublié de verrouiller la porte d'entrée. Leur départ a été vu par Evelyn. Elle est entrée audacieusement dans la propriété et a mis sens dessus-dessous chaque pièce. Dans l'une des chambres, elle a trouvé un grand sac à main en peau d'alligator qui contenait pour plus de 1000 $ de bijoux. Lorsque M. et Mme Beck sont rentrés chez eux plus tard, ils ont découvert le vol et ont immédiatement prévenu la police. Le lieutenant James V. Larkin est arrivé et a commencé à enquêter. Mme Beck lui a donné une description complète de ce qui avait été volé, y compris le sac à main et les bijoux qui s'y trouvaient. Peu de temps après, le lieutenant Larkin entra dans le Baltimore Inn, l'un des cafés à la mode de Chicago. Pendant qu'il dînait là, il remarqua par hasard une femme bien habillée à une table voisine, en compagnie d'un homme d'affaires en vue de Chicago. Ce n'était pas la femme qui attira l'attention du lieutenant Larkin. C'était en fait un grand sac à main en peau d'alligator que la femme portait et qu'elle avait posé bien en vue sur la table. Le lieutenant Larkin commença immédiatement à enquêter. Lorsque la femme quitta le café, il la suivit. Il fit alors quelques découvertes plutôt sensationnelles. Il apprit que la femme, qu'il soupçonnait, n'était autre que Mme Evelyn Ramatka, une personnalité en vue de la haute société de Milwaukee et réputée pour être très riche. Fait assez alarmant, Larkin découvrit que Mme Ramatka était sujette à d'étranges caprices et fantasmes. Entre autres choses, elle prenait apparemment plaisir à se faire passer pour une domestique et à chercher du travail dans les maisons des riches pour ne rester que quelques jours avant de disparaître. Toutes ces déductions ne firent que renforcer sa première impression. Elle était la femme responsable de plusieurs vols mystérieux à Chicago. L'affaire commençait à se dénouer et bientôt la vérité sur les activités d'Evelyn allait éclater au grand jour. Le 16 octobre 1907, elle fut arrêtée. Elle fut ensuite escortée au siège de la police où elle fut longuement interrogée. La nouvelle de son arrestation provoqua une onde de choc au sein de sa famille et de la société qu'il avait autrefois adorée. Son mari Charles fut prévenu et il se précipita à Chicago. Personne ne semblait plus surpris que lui lorsqu'il apprit que sa femme avait été accusée de cambriolage. Au début, Evelyn affirma que le sac en cuir et les bijoux lui avaient été offerts par son mari, mais plus tard, elle avoua avoir commis le vol, ainsi que de nombreux autres larcins à Chicago. En entendant cela, Charles fut dévasté. Il avait du mal à croire que la femme qu'il avait aimée, épousée et avec qui il avait construit une vie ait pu être impliquée dans une telle série de crimes choquants.
Mais les détails les plus choquants sont venus lorsque Evelyn a avoué que les bijoux qu'elle avait volés n'étaient pas pour elle. C'étaient des cadeaux pour son amant, M. William Jones. Evelyn n'a montré aucun remords pour ses actes et est même allée jusqu'à dire qu'elle préférait son amant à son mari. Charles est resté stupéfait. Sa femme, la femme qui lui semblait autrefois si parfaite, ne l'avait pas seulement trahi, mais avait aussi ruiné sa réputation par la même occasion. Le scandale a mené à l'inévitable. Charles a demandé le divorce et il a obtenu la garde exclusive de leur fille. La famille Ramadka, autrefois symbole de richesse et de prospérité, a été brisée. La société de fabrication de mâles Ramadka, qui avait auparavant prospéré, commença à vaciller, Charles étant absent et sa vie personnelle en plein chaos. L'entreprise peinait. Ses frères, désireux de se dissocier du scandale, l'ont évincé. En 1912, l'entreprise a déposé le bilan. Charles n'était plus que l'ombre de lui-même. Il avait tout perdu, sa richesse, sa réputation et sa famille. Il s'est remarié, mais a fini ses jours dans un relatif anonymat en faisant de petits boulots pour survivre. Bien qu'Evelyn soit en garde à vue, William Jones était toujours en fuite. Elle a dit à la police qu'elle ne se souvenait pas du nom de son amant afro-américain et a refusé de donner toute information pouvant aider l'enquête en cours. En attendant, elle a été enfermée. Le lieutenant Larkin a fouillé les appartements d'Evelyn et a découvert un petit bout de papier contenant plusieurs numéros de téléphone. Il a vérifié chacun de ces numéros et a finalement découvert que l'un d'eux le menait chez l'amant d'Evelyn. Lorsque l'officier a appelé, une femme a répondu en disant qu'elle était la femme de William et qu'il n'était pas là. La dame a dit qu'elle ne savait pas où son mari était allé, ni quand il reviendrait. Le lieutenant Larkin a réussi à trouver des chambres près de la maison et a installé une ligne téléphonique supplémentaire qui était directement reliée au fil menant à la maison de William. Il attendit les résultats et en peu de temps, un appel arriva. Il entendit une femme, à un bout du fil, prévenir l'homme à l'autre bout que des détectives étaient venus à la maison et qu'il valait mieux qu'il reste éloigné pendant un certain temps. Larkin entendit également l'homme ordonner à la femme de détruire une certaine malle et de cacher le contenu. Une descente de police au domicile de William suivit rapidement. Les détectives confisquèrent la malle, qui fut immédiatement emmenée au poste de police et ouverte. De nombreux objets qu'Evelyn avait avoué avoir volés dans les maisons de riches habitants de Chicago furent retrouvés à l'intérieur de la malle. Malle. Le lieutenant Larkin apprit également où William se cachait et put rapidement l'arrêter. Lors de sa garde à vue, de nombreux objets qu'Evelyn avait avoué avoir volés chez de riches habitants de Chicago furent retrouvés dans la malle. Le lieutenant Larkin apprit également où William se cachait et l'arrêta rapidement. Pendant sa garde à vue, William déclara aux policiers qu'il avait appris le métier à Evelyn et se vanta d'avoir eu une mauvaise influence sur elle, affirmant qu'elle avait été un instrument entre ses mains pour faire ce qu'il voulait. Au total, le couple avait volé et écoulé pour environ 25 000 $ de marchandises, ce qui équivaut à environ 800 000 $ aujourd'hui. Le 15 novembre 1907, Evelyn Ramadka et William Jones furent jugés. Tous deux furent reconnus coupables et condamnés. Evelyn pour cambriolage et William pour recel de biens volés. Tous deux ont reçu ce qui a été décrit comme une peine intermédiaire et devaient purger une peine de 1 à 20 ans de prison. Cela a mis fin à l'une des affaires les plus sensationnelles jamais portées à l'attention de la police. Une affaire qui, à l'époque, avait attiré l'attention de la presse à l'échelle nationale. Mais l'histoire d'Evelyn ne s'est pas arrêtée là. Après avoir purgé une peine de prison, elle a été libérée en 1910, mais elle n'avait rien appris de son passé. Au contraire, son temps passé en prison ne l'avait qu'encouragée, la poussant encore plus profondément dans le monde du crime. En 1911, elle était soupçonnée d'être la chef d'un groupe notoire de voleuses connu sous le nom des femmes vampires. Ces femmes, sous la direction d'Evelyn, droguaient des hommes riches dans les boîtes de nuit de Chicago en glissant des somnifères dans leurs boissons. Lorsque les hommes s'évanouissaient, les femmes volaient tout ce qu'elles pouvaient trouver de précieux, y compris de l'argent liquide, des bijoux ou tout objet de valeur. Les objets volés étaient ensuite apportés à un receleur et revendus. Un tel incident est survenu quand Evelyn et son gang ont visé un millionnaire du Kansas, venu en ville pour affaires et plaisir, et ayant rencontré l'une des filles d'Evelyn. Evelyn et la fille ont réussi à mettre une poudre soporifique dans sa boisson, puis elles ont volé près de 1 000 $ en espèces et en bijoux. Après avoir repris connaissance et découvert qu'il avait été volé, l'homme a signalé l'incident à la police. On lui a montré un album de photos d'identité judiciaire et il a vite reconnu l'une des femmes qu'il avait volées.
La photographie était celle d'Evelyn Ramatka, mais bien sûr, elle utilisait un pseudonyme. Suite à cela, la police a arrêté de nombreuses filles, dont la plupart ont avoué qu'elles travaillaient pour une dame nommée Madame Graves. Lorsque la police a montré les photos de Madame Graves aux filles, ils ont pu confirmer que Madame Graves était en réalité Evelyn, la femme qui avait été surnommée la reine des femmes vampires de Chicago. Malgré toutes ces preuves, l'ingéniosité d'Evelyn lui a une fois de plus permis de s'échapper sans être détectée. La victime avait quitté la ville précipitamment avant de prêter serment pour obtenir un mandat. Bien qu'il ait promis de revenir, il ne l'a jamais fait. La police a continué d'essayer de retrouver Evelyn, mais après 1911, la piste s'est refroidie. Des rumeurs circulaient sur sa localisation. Certains disaient qu'elle avait fui ailleurs, d'autres qu'elle avait changé d'identité. Mais malgré les nombreuses enquêtes, elle ne fut jamais retrouvée. A-t-elle passé le reste de ses jours cachés, se fondant dans l'ombre d'une nouvelle vie? Ou a-t-elle été victime des mêmes organisations criminelles dont elle faisait autrefois partie? Les questions subsistent, mais elles restent à ce jour sans réponse. Pour notre dernière histoire, nous restons aux États-Unis et nous allons nous intéresser à l'une des mondaines les plus belles et controversées de son époque. La femme aujourd'hui, plus connue sous le nom d'Anne Woodward, est née sous le nom d'Angeline Lucille Crowell le 12 décembre 1915 dans la ville de Pittsburgh, au Kansas. Son père était Jesse Crowell, un colonel de l'armée à la retraite originaire de Détroit. C'était un homme assez modeste et, à cette époque, il travaillait comme contrôleur de tickets dans les tramways de Pittsburgh. Sa mère, Ethel Smiley Crowell, était institutrice en ville et une femme exceptionnellement intelligente, ayant obtenu une maîtrise à l'université du Kansas avant même que les femmes n'aient le droit de vote. Angeline, qui fut simplement connue sous le nom d'Anne dans sa jeunesse, a eu une enfance de classe moyenne assez ordinaire à Pittsburgh. Mais des fissures ne tardèrent pas à apparaître dans sa vie tranquille mais heureuse. Le mariage de ses parents a échoué, aboutissant à un divorce, et chacun s'est remarié. C'était l'événement le plus controversé connu de sa jeunesse. La vie d'Anne a pris un premier tournant lorsque, après avoir terminé le lycée, elle a jeté son dévolu sur Kansas City, un voyage de 150 km vers le nord. Là-bas, elle s'est inscrite au Kansas City Junior College. Mais Kansas City ne suffisait pas à un esprit aussi agité qu'Anne. Le rythme de la ville ne correspondait pas au sien, et après seulement un an, elle a abandonné ses études en 1937. Avec guère plus que sa détermination et une valise, elle a jeté son dévolu sur la promesse étincelante de New York, un endroit où les rêves se réalisaient ou se brisaient. Lorsque Anne est arrivée à New York, elle s'est rebaptisée Anne Eden et a rapidement attiré l'attention grâce à sa beauté saisissante, ses cheveux blonds, ses yeux bleus, une présence qui pouvait arrêter n'importe qui sur son passage. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle décroche un emploi de danseuse au Fifi's Monte Carlo, un nouveau club à la mode situé au 49 de la 54e rue Est. Le timing était parfait. L'Amérique connaissait un mini-boom économique après la Grande Dépression, et le glamour était de retour à la mode. Chez Fifi, Anne est devenue un véritable centre d'attention, et un admirateur en particulier a changé sa vie à jamais. John Robert Powers, le cerveau derrière l'une des meilleures agences de mannequins de l'époque, a vu en elle un potentiel de star. Avec son soutien, Anne a commencé à décrocher des contrats de mannequinat et d'autres opportunités prestigieuses, y compris un engagement d'été dans le Connecticut, où elle se produisait avec une troupe de théâtre. Mais sa grande chance est arrivée lorsqu'elle a croisé la route du légendaire Noel Coward. Anne a rejoint la production radiophonique de Noel Coward, Set to Music, un mélange éblouissant de chansons, sketchs et dialogues qui avait fait sensation à Londres au début des années 30. Noel Coward a emmené le spectacle en Amérique, donnant plus de 100 représentations sur scène à Broadway, et le rôle d'Anne dans l'adaptation radiophonique la rendait chaque jour plus célèbre. En 1940, la célébrité grandissante d'Anne s'est confirmée lorsqu'elle a été couronnée la plus belle fille de la radio, un titre curieux pour quelqu'un travaillant dans un média où l'apparence n'avait aucune importance. À la vingtaine bien entamée, Anne semblait avoir réussi, vivant son rêve dans la ville qui ne dort jamais. Le mariage et la vie de famille ont rapidement suivi pour Anne, mais pas avant un tourbillon d'intrigues et de scandales.
Alors qu'elle travaillait au Fifi's Monte Carlo, elle croisa la route de William Woodward Jr., l'héritier de l'une des dynasties d'affaires les plus puissantes d'Amérique. Son grand-oncle avait été un financier clé derrière le projet monumental du canal de Panama, et son père, William Senior, était une figure imposante, un banquier, homme d'affaires et entraîneur de chevaux renommé qui possédait l'opulente demeure Bel Air dans le Maryland. Mais l'histoire n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. William Jr. venait à peine de sortir de l'adolescence, il avait 5 ans de moins qu'Anne lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter au début des années 1940. Cependant, des rumeurs disent que la relation d'Anne avec les Woodward aurait débuté avec William Senior lui-même. Les ragots qui circulèrent dans la haute société new-yorkaise laissaient entendre qu'Anne avait eu une liaison amoureuse avec le vieux Woodward, de près de 40 ans son aîné, avant de jeter son dévolu sur son fils. La relation entre Anne et William Jr. était intermittente au début. Avec l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, William s'est engagé dans la marine américaine, laissant leur romance vaciller par intermittence. Mais l'amour a résisté et, en mars 1943, le couple s'est fiancé. Seulement 2 semaines plus tard, pendant la brève permission à terre de William, ils ont échangé leurs vœux. Mais la tragédie a frappé seulement 8 mois après leur mariage. William se trouvait à bord de l'USS Liscombe Bay, lorsqu'il a été torpillé par les Japonais près des îles Gilbert, dans le Pacifique. L'attaque a été dévastatrice. Plus de 700 hommes ont perdu la vie. Contre toute attente, William faisait partie des 272 survivants sortant des décombres blessés, mais vivants. Son retour à la maison lui a valu une Purple Heart et un accueil de héros. À cette époque, le couple avait déjà fondé une famille. Leur premier fils, William Woodward, III, est né en juillet 1944, suivi de James Woodward au début de 1947. En apparence, il semblait incarner le bonheur conjugal d'après-guerre, mais sous la surface, des fissures dans leur vie apparemment parfaite commencèrent à apparaître. Le mariage des Woodward, malgré tout son glamour et ses privilèges, cachait de sombres secrets qui allaient finalement conduire à la tragédie. Après la guerre, William s'est fait un nom en tant qu'entraîneur renommé de chevaux de course, tandis qu'Anne profitait du luxe de leur vie dans la haute société. Comme mentionné, tout le monde pensait qu'ils étaient heureux en mariage, mais la réalité était bien différente. La mère de William craignait qu'Anne ait épousé son fils pour son argent, et sa désapprobation a jeté une longue ombre sur leur union. Au fil des années, les fissures se sont accentuées. Anne et William ont tous deux eu des liaisons extra-conjugales, et étaient reconnus pour boire excessivement. Avec le temps, Anne s'est également tournée vers les médicaments sur ordonnance, devenant une consommatrice habituelle. Ainsi, ce qui semblait être une vie de rêve aux yeux des autres était en réalité une combinaison toxique d'infidélité excessive et d'une perte de contrôle. Une bombe à retardement dans les salons dorés de la haute société qui allait bientôt exploser. Dans la nuit du 30 octobre 1955, Anne et William ont assisté à une soirée organisée par Florence Tucker Baker, héritière de l'une des familles bancaires les plus riches d'Amérique. Parmi les invités se trouvait nul autre que l'ancien roi Édouard VIII, désormais duc de Windsor, et sa sulfureuse épouse, Wallis Simpson, un couple dont l'histoire d'amour scandaleuse avait bouleversé la monarchie britannique. Mais l'éclat de la soirée s'est rapidement estompé. Des rumeurs circulaient au sujet de silhouettes non identifiées rôdant près du domaine Woodward à Oyster Bay Cove, sur Long Island. Lorsque le couple est rentré chez lui, un malaise planait dans l'air. Soi-disant à l'affût d'intrus, ils ont inspecté leur propriété avec soin, sans rien trouver d'anormal. Pourtant, la prudence l'emporta. Le couple se retira pour la nuit dans leurs chambres séparées. La scène était prête pour une nuit qui marquerait les scandales de la haute société. Les événements qui ont précédé cette nuit fatidique font l'objet d'un large consensus, mais la véritable controverse réside dans ce qui s'est passé aux premières heures du 31 octobre 1955. Anne a déclaré avoir été réveillée en sursaut par un bruit inhabituel, quelque chose ou quelqu'un se déplaçant sur le toit. La peur l'a saisie alors qu'elle attrapait le fusil de chasse chargé laissé dans sa chambre pour se protéger d'intrus. Elle est ensuite sortie dans le couloir où elle a vu une silhouette sombre semblant entrer dans la chambre de William.
Son fusil était chargé de chevrotines de chasse qui, dans la plupart des cas, auraient blessé un humain, mais ne l'auraient probablement pas tué. Mais ce qui s'est passé ensuite allait choquer la nation. La police scientifique a révélé plus tard qu'une partie de la chevrotine avait ricoché sur un mur avant de frapper l'intrus directement à la tempe, un coup mortel. Mais quand Anne a allumé la lumière pour voir ce qui s'était passé, elle ne regardait pas un intrus. Elle regardait son mari, William, allongé sans vie sur le sol. Affolée et bouleversée, Anne a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, ils l'ont trouvée en larmes, tremblante devant ce qu'elle affirmait être un tragique accident. Mais était-ce vraiment le cas ? Lorsque la nouvelle a éclaté, l'histoire a fait la une des journaux, qualifiée d'affaire du siècle. Alors, était-ce une terrible erreur, née de la peur et de la confusion ? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière la gâchette ? La question allait captiver la nation et briser la vie d'Anne pour toujours. L'enquête sur ce drame choquant fut rapide et intense. Anne Woodward fut immédiatement traduite devant un grand jury local, ayant avoué sur le champ avoir abattu son mari. Mais la véritable question demeurait. Avait-elle appuyé sur la gâchette intentionnellement ? Son histoire semblait tenir la route, et elle fut encore renforcée lorsqu'un homme du nom de Paul Worth fut arrêté pour avoir commis des cambriolages dans la région de Long Island et avoua avoir tenté de s'introduire dans la maison des Woodward la nuit en question. Il a même admis qu'il était monté sur le toit de la maison et qu'il s'était enfui en entendant un coup de feu à l'intérieur. Cela semblait totalement innocenter Anne, et lorsque le grand jury du comté de Nassau s'est réuni, il lui a fallu moins de 30 minutes pour décider qu'Anne Woodward était innocente de tout crime intentionnel. Anne était une femme libre, mais il semblait que la haute société new-yorkaise ne l'entendait pas de cette oreille. Dans les semaines qui ont suivi le drame, une campagne brutale de diffamation a commencé. Cela venait en grande partie de la belle-mère d'Anne, qui ne l'avait jamais aimée et la voyait comme une croqueuse de diamants. Il y avait également un certain nombre de circonstances qui ont fait peser des soupçons sur Anne. Son beau-père était décédé 2 ans plus tôt et William Jr. avait hérité d'une grande fortune et de terres, ce qui signifiait qu'Anne avait beaucoup à gagner si son mari venait à mourir subitement. Des rumeurs disaient que le mariage d'Anne et William allait si mal que le divorce était imminent. Ainsi, Anne avait tout à perdre si elle n'obtenait pas un bon accord de divorce, et beaucoup soupçonnant qu'elle avait intentionnellement tué son mari et s'en était sortie. Ces rumeurs sont devenues de plus en plus fortes, et bientôt la haute société new-yorkaise lui a tourné le dos. Autrefois une figure incontournable de la haute société, Anne était désormais une paria sociale, rejetée à chaque occasion. Bien qu'elle soit restée libre et qu'elle ait conservé sa fortune, aux yeux de l'opinion publique, Anne Woodward n'était pas une veuve éplorée, non. Elle était la femme qui avait orchestré le meurtre du siècle. Anne est ensuite devenue presque recluse socialement. Elle évitait les projecteurs et essayait de ne pas attirer la moindre notoriété à la fin des années 1950 et pendant les années 1960. Avec le temps, elle a retrouvé un cercle social et les gens ont tourné la page. Elle pouvait penser qu'avec les années, l'histoire avait été en grande partie oubliée. Cependant, en 1975, soit 2 décennies après le drame, un nouveau scandale a éclaté. Cette année-là, le célèbre auteur et mondain américain Truman Capote a vendu les droits de plusieurs chapitres d'un livre sur lequel il travaillait depuis de nombreuses années, intitulé « Prières exaucées », au magazine Esquire. Lorsque les chapitres ont été publiés, il est devenu évident pour la haute société new-yorkaise que Capote avait écrit des récits à peine romancés sur ses amis, les fameuses signes de Capote. En particulier dans un chapitre intitulé « La Côte Basque, 1965 ». Il s'agissait de femmes comme Gloria Vanderbilt et Happy Rockefeller, issues de certaines des dynasties d'affaires les plus riches et puissantes d'Amérique. Bien qu'Anne et Capote se connaissaient à peine, Capote avait inclus un personnage nommé Anne Hopkins, clairement inspiré d'elle, et qui évoquait le meurtre de son mari en 1955. Dans ce récit, Anne était présentée comme ayant intentionnellement tué son mari dans le but de s'approprier sa fortune considérable. Ainsi, 20 ans après la fusillade du siècle, alors qu'il semblait que le monde avait oublié l'incident,
La blessure fut rouverte pour Anne, et les rumeurs recommencèrent à circuler sur la façon dont elle aurait pu assassiner son mari de sang-froid et s'en tirer impunément. Anne avait été informée de ce que La Côte Basque 1965 allait contenir, même avant sa publication. Elle n'a pas bien réagi à la controverse que, selon elle, la publication des chapitres allait susciter. Déjà souffrante de dépression depuis de nombreuses années, elle décida de mettre fin à ses jours en avalant des comprimés de cyanure dans son appartement à Manhattan. Elle avait 59 ans à l'époque. La belle-mère d'Anne a déclaré « Elle a tué mon fils, et Truman l'a simplement assassiné. Et donc maintenant, je suppose que nous n'avons plus à nous en préoccuper. » Son corps a été découvert le 10 octobre 1975, mais l'heure exacte du décès reste inconnue. Sa mort, combinée à ses calomnies envers de nombreux signes et à la révélation de leurs secrets, a fait de Capote un paria social à New York pendant un certain temps, et sa vie a dérapé à partir de là. Déjà grand consommateur d'alcool et de drogue, il est mort en 1984 d'une insuffisance hépatique et d'une intoxication. Prières exaucées n'a été publié sous forme de livre complet qu'à titre posthume en 1986. La famille Dance a été frappée par la dépression. Son fils cadet, James, s'est suicidé en 1978, 3 ans après sa mère, tout comme son fils aîné, William le III, bien plus tard, en 1999. Son histoire et la manière dont la carrière de Capote a été bouleversée par les révélations faites dans les chapitres de Prières exaucées, publiés en 1975, ont été romancées dans la série Feud, Capote contre les Swans, sortie en 2024. Les preuves disponibles suggèrent que la drame du siècle était un accident, tout comme Anne l'a toujours affirmé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les histoires de mondaines. J'espère qu'elles vous ont intéressé. Partagez votre avis sur la vidéo en commentaire et dites-moi si vous aimez les vidéos plus longues. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout. On se retrouve dans le prochain Forgotten Life. Merci.